La NASA vient tout juste d'annoncer une refonte majeure de tout le programme Artemis en modifiant sa stratégie pour accélérer les missions les plus critiques vers la Lune avant la fin de cette décennie. Mais une décision en particulier déclenche déjà une vive controverse. L'agence envisagerait d'annuler Mobile Launcher 2, la gigantesque tour de lancement, conçue pour la fusée SLS, une structure qui a déjà coûté des milliards de dollars et qui approchait pourtant de sa mise en service. Alors s'agit-il d'un gaspillage choquant de l'argent des contribuables ou d'un choix stratégique audacieux pour permettre aux États-Unis de rester dans la course vers la Lune? Voyons cela de plus près dans l'épisode d'aujourd'hui du Quotidien de l'espace. Revenons en 2019. À l'époque, la NASA avait des plans extrêmement ambitieux pour retourner sur la Lune. En plus de Mobile Launcher 1, la plateforme actuellement utilisée pour transporter la fusée SLS Block, jusqu'au pas de tir, l'agence a décidé de construire une plateforme encore plus avancée appelée Mobile Launcher 2. Cette nouvelle tour devait supporter des versions plus puissantes du Space Launch System, en particulier la SLS Block 1B. Cette évolution aurait considérablement augmenté la capacité d'emport vers l'orbite lunaire, passant d'environ 27 tonnes à plus de 38 tonnes. Depuis, la construction de ML2 a atteint environ 90% d'achèvement. Le dernier grand module a été installé par l'entreprise Bechtel l'été dernier. Si vous avez suivi la sortie de la fusée SLS avant sa répétition générale de ravitaillement, la fameuse Wet Dress Rehearsal, vous avez peut-être remarqué ML2 non loin du Vehicle Assembly Building. C'est là que les équipes terminent la structure. Visuellement, elle semble presque parfaite, comme une tour de lancement prête à entrer en service à tout moment. Mais derrière cette apparence impeccable se cache une histoire de développement que beaucoup d'experts décrivent sans détour comme un désastre de gestion de projet. Lorsque la NASA a signé le contrat avec Bechtel en 2019, le coût était estimé à environ 383 millions de dollars avec une livraison prévue en 2023. La réalité a été très différente. Les coûts ont continué à grimper, dépassant finalement 1 milliard de dollars. Certaines analyses plus poussées estiment même que la facture a déjà atteint 1 milliard 800 millions avec des retards qui s'étendent là désormais jusqu'à la fin 2026. Et si le projet allait jusqu'au bout, le coût final pourrait atteindre 2,7 milliards de dollars. Prenez un instant pour y réfléchir. 3 ans de retard, des coûts qui explosent de près de 600%. Est-ce vraiment acceptable, surtout quand cet argent provient des contribuables qui financent déjà massivement ces programmes? Mais il y a une réalité encore plus surprenante qui rend cette histoire encore plus difficile à accepter. On pourrait penser que puisque le projet est déjà très en retard et largement hors budget, la meilleure solution serait simplement de le terminer pour éviter de gaspiller tout l'argent déjà investi. Cela semble logique. Mais dans ce cas précis, ce raisonnement pourrait être faux. Récemment, la NASA a annoncé qu'elle ne prévoyait plus d'utiliser l'exploration Upper Stage ni Mobile Launcher 2 car le développement de ces deux systèmes a connu des retards importants. Cette déclaration fait partie d'une grande restructuration du programme Artemis révélée par l'agence à la fin du mois de février. La raison principale est un changement stratégique. La NASA a décidé d'abandonner la transition vers la SLS Block 1B. À la place, l'agence prévoit de conserver une configuration proche de la Block 1 actuelle. Selon la NASA, cette approche permettra de mieux contrôler les coûts, de maintenir une production plus stable et d'éviter de disperser les ressources en développant trop d'améliorations en même temps. Avec cette stratégie, l'agence espère augmenter nettement le rythme des lancements. L'intervalle entre les missions pourrait passer d'environ 3 ans à seulement 10 mois. Cela pourrait permettre à Artemis 2 de voler plus tôt, tandis que Artemis 3 et Artemis 4 pourraient également avancer beaucoup plus rapidement. Mais cette nouvelle direction implique un compromis important. Mobile Launcher 2 avait été spécialement conçu pour supporter la poussée immense et les contraintes structurelles de la fusée Block 1B, ainsi que pour les missions plus avancées prévues plus tard dans le programme. Maintenant que cette configuration de fusée ne fait plus partie de la feuille de route ML2, devient soudain ce que la NASA appelle un équipement superflu, une gigantesque infrastructure qui pourrait tout simplement ne plus avoir de rôle du tout.
Alors est-ce que cela signifie que Mobile Launcher 2 sera complètement annulé? Si le projet était simplement abandonné et que toute la structure finissait transformée en tas de ferraille, cela ressemblerait à des milliards de dollars jetés par la fenêtre. Pendant ce temps, ceux qui ont profité du projet continueraient leur vie tranquillement sans subir la moindre conséquence. Mais en réalité, ce scénario reste très improbable. La tour mesure aujourd'hui 377 pieds de haut et sa construction est presque terminée. De nombreux systèmes complexes ont déjà été installés, notamment de vastes réseaux de tuyauterie et les connexions ombilicales qui alimentent la fusée au sol. Autrement dit, cette structure possède encore une vraie valeur opérationnelle. Il existe aussi un précédent historique. Pendant le programme Apollo, puis plus tard avec la navette spatiale, la NASA exploitait 2 lanceurs mobiles en parallèle pour augmenter la cadence des lancements. L'idée de conserver plusieurs plateformes actives n'a donc rien d'irréaliste. D'ailleurs, l'administrateur associé de la NASA, Amit Kshatriya, a laissé entendre que, puisque la tour est presque terminée, l'agence pourrait envisager de la réorganiser ou de la modifier pour d'autres usages à l'avenir. Une possibilité serait de l'adapter pour soutenir la construction d'une future base lunaire ou même de la préparer pour accueillir des fusées super lourdes commerciales de nouvelle génération. Mais il existe aussi un autre aspect à cette histoire. Chaque modification signifie plus de temps et plus d'argent et la partie qui en profite le plus est souvent le contractant. Le projet ML2 a été réalisé sous un contrat dit Cost Plus. Cela signifie que l'entreprise est remboursée pour la main-d'œuvre et les matériaux, puis reçoit un profit supplémentaire par-dessus. Donc que le projet continue, qu'il change de direction ou qu'il soit prolongé, le contractant a déjà bénéficié d'un flux de financement régulier pendant des années. Bien sûr, cette orientation de la NASA a déclenché beaucoup de controverses, mais elle bénéficie aussi du soutien de nombreux experts de l'industrie spatiale. La première raison vient d'une leçon répétée tout au long de l'histoire du vol spatial habité. Les programmes les plus réussis de Mercury à Gemini puis Apollo suivaient tous un principe simple, faire simple et voler souvent. Des lancements fréquents permettent d'entraîner les équipes et de maintenir les compétences opérationnelles au plus haut niveau. Sous la direction de l'administrateur Jared Isaacman, la NASA semble appliquer exactement cette philosophie au programme Artemis. À l'origine, le plan prévoyait qu'après Artemis 3, la NASA passerait à la configuration plus puissante SLS Block 1B soutenue par Mobile Launcher 2, mais cette transition aurait introduit un grand nombre de changements, de nouvelles interfaces de nouveaux ombilicaux et des procédures opérationnelles entièrement différentes. En d'autres termes, la NASA aurait essayé de gérer trop de transformations majeures en même temps. Une nouvelle configuration de fusée, un nouvel étage supérieur et une nouvelle plateforme de lancement. Chacun de ces éléments apporte ses propres défis techniques qui doivent être testés et certifiés simultanément. Le résultat est prévisible, les risques s'accumulent, les coûts augmentent et l'intervalle entre les lancements devient si long que les équipes perdent ce que les ingénieurs appellent de souvent leur mémoire musculaire. Lorsque les lancements n'ont lieu qu'une fois tous les quelques années, les équipes peuvent perdre l'habitude de résoudre rapidement de petits problèmes techniques. Les fuites d'hélium et d'hydrogène apparus pendant la préparation d'Artemis 2 en sont de bons exemples. Et ces problèmes se sont produits alors que la fusée était encore au sol. Lorsque les missions commenceront à inclure des opérations complexes, comme faire atterrir un vaisseau sur la Lune, les défis seront bien plus sérieux. Dans cette perspective, abandonner SLS Block 1B et Mobile Launcher 2 peut finalement apparaître comme une décision rationnelle. Il existe aussi un second argument derrière cette stratégie. Jared Isaacman et Amit Kshatriya l'ont clairement expliqué. Lancer une fusée aussi complexe une fois tous les 3 ans n'est tout simplement pas une voie vers le succès. En conservant une configuration proche de la Block 1 actuelle et en utilisant l'interim Cryogenic Propulsion Stage ou un étage supérieur standardisé similaire, la NASA supprime une couche entière de complexité. Après Artemis 3, la plupart des missions pourraient décoller avec des configurations d'ascension presque identiques. Les équipes de
lancement peuvent alors répéter les mêmes procédures, apprendre de leurs erreurs et améliorer progressivement les opérations sans devoir réinventer tout le système à chaque mission. Quant à l'augmentation de la cadence des lancements, passer d'une mission tous les 3 ans à environ une tous les 10 mois, cela pourrait bien être le changement stratégique le plus important de tous. Selon ce nouveau calendrier, Artemis 3 est désormais visé pour le milieu de l'année 2027. Au lieu d'un alunissage immédiat, cette mission se concentrera sur les tests de rendez-vous et d'amarrage avec le Human Landing System en orbite terrestre. Ensuite viendra Artemis 4 prévu pour début 2028 qui devrait réaliser le premier alunissage habité dans ce nouveau scénario. Puis Artemis 5 suivrait fin 2028 marquant le deuxième atterrissage humain sur la Lune. Si ce calendrier se confirme, cela signifie qu'en 2028, la NASA pourrait réaliser 2 missions habitées distinctes posant des astronautes sur la Lune. Ce serait un bond spectaculaire par rapport au plan précédent qui ne prévoyait qu'un seul alunissage vers 2028, voire encore plus tard.